Fin décembre, nous nous rendons à Nanterre, dans les locaux de l'association Ziva, à la rencontre d'actrices et acteurs de terrain. Ziva est un des piliers du Petit Nanterre depuis 25 ans. Sa mission première est l'accompagnement social, éducatif et culturel. Là, on est en train d'écrire tout le projet social de Ziva. Donc, on est parti sur d'autres axes de travail. Donc, comme je vous ai dit, l'accompagnement scolaire, il fait partie. Mais en fait, on s'est dit, les devoirs, il n'y a pas que ça. C'est pas comme ça qu'on devient forcément un citoyen ou quelqu'un qui s'intéresse à la vie, qui s'intéresse au monde. C'est pas en faisant que les devoirs. S'ils sont pas faits les devoirs, c'est pas grave. On va essayer d'aller aussi sur tout ce qui est après l'école, activités périscolaires, sport, culture, cuisine, poterie, vraiment des ludiques, théâtre, musique, vraiment des choses qui font sens et qui apportent un plus dans ta scolarité. Mais l'action de l'association est de plus en plus tournée vers l'accès aux droits au détriment des autres activités, comme nous l'explique Aziza Ramouni, vice-présidente de l'association. Le Covid a empiré une situation déjà difficile pour des familles précaires, monoparentales, etc. Aujourd'hui, on n'est plus qu'une association d'aide aux devoirs, on est devenu limite plus qu'une institution, mais vraiment, les parents, comme ils nous font confiance, ils viennent chez nous d'abord, au lieu d'aller soit à la mairie, soit voir les organismes comme, je sais pas, même pour faire la sécurité sociale. En fait, quand tu as besoin de faire une démarche, ils viennent nous voir nous d'abord. Et ça devient aussi difficile pour nous parce qu'on n'a pas les moyens forcément humains, financiers. Donc on se rajoute des tâches. Donc nous, voilà, on doit rester quand même dans les sorties avec les parents, on doit rester dans l'accompagnement, on doit rester dans faire intervenir des gens dans le quartier, des professionnels, ceux dont les parents n'ont pas l'habitude de voir, parce que les parents, ils vont chez eux, ils travaillent ou pas, ils vont chercher leurs enfants, mais c'est pas des parents qui vont emmener forcément leurs enfants au théâtre, c'est pas des enfants qui vont emmener forcément voir un professionnel ou un thérapeute. Donc nous, faut qu'on accompagne à ça. Mais là, avec toutes les questions d'inégalité, les questions d'injustice, on commence à faire des activités, des missions qui ne sont à la base pas les nôtres. Celle qui s'occupe de l'accompagnement à l'accès aux droits, c'est Ouria Ramouni Ben Ahmed. Un des principaux problèmes auxquels elle est confrontée, ce sont les personnes qui vivent en France depuis longtemps, qui devraient pouvoir facilement renouveler leur titre de séjour mais n'y parviennent pas, ce qui a une répercussion sur toute leur famille. Donc moi j'accueille les gens 3 fois par semaine, le matin, 2 heures. Le lundi et le vendredi, c'est pour les démarches de type accès à la sécurité sociale, la aide médicale, logement, voilà, les démarches du quotidien. Et le mercredi après-midi, parce que là c'est très lourd et c'est très conséquent, j'essaye d'avoir 2 à 3 rendez-vous maximum pour les titres de séjour. J'ai dû le différencier de l'accompagnement du quotidien parce que c'est en énergie, ça demande beaucoup de temps, en énergie humaine, les scans, prendre le temps d'écouter les gens, de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que ça crée des situations de souffrance telles que les gens, en plus de déposer leurs demandes, ils déposent leurs souffrances sur la table. Donc c'est un vrai sujet, je dis ça en souriant, mais ça c'est le vrai sujet moi qui m'a mobilisée. On n'avait pas vocation à faire de l'accès aux droits, nous à Ziva, on est une association accompagnement éducatif, scolaire, social et culturel, mais dans social on mettait la vie des gens, mais on ne savait pas que quand on allait s'investir sur la vie des gens, ça allait aller aussi loin, quoi. Et c'était dans le but de désamorcer des petites situations qui pouvaient être compliquées à la maison, notamment dans l'accès à la connaissance de la langue pour pouvoir faire les papiers, qu'on avait commencé. Et aujourd'hui, ça prend une place énorme parce que ça crée des drames familiaux. C'est une question des droits au séjour qui ne sont pas réglés, du coup pas droit accès aux droits fondamentaux, qui peuvent même créer des situations de crise où les gens vont perdre leur logement parce qu'ils ne peuvent pas payer les loyers, pêchent pas les loyers, j'ai des dettes, j'ai pas de moyens de ressources, donc je ne peux pas subvenir à mes besoins alimentaires. Et voilà. Et là, on crée des drames à partir du droit fondamental qui ne leur est pas octroyé, c'est-à-dire un titre de séjour qui leur donne... un mois. C'est la clé en fait, la clé pour pouvoir vivre aujourd'hui, quoi. Pas de titre de séjour, vous ne fonctionnez pas normalement. Et je ne vous parle pas de gens qui sont arrivés sur des bateaux, des migrants, parce que ça c'est encore un autre débat. Je parle de gens qui ont vécu ici toute leur vie, quoi. Ici, comme dans beaucoup d'autres territoires, la dématérialisation a rendu plus difficile l'accès à des démarches essentielles.
On parle de dématérialisation, moi je parle de déshumanisation du système. C'est qu'on ne met plus personne devant les gens, on ne parle plus à personne, on les laisse se débrouiller avec des moyens auxquels ils n'ont pas accès, et financièrement parce qu'il faut du matériel, et en termes de connaissances, il faut savoir s'en servir. Et même nous qui savons nous en servir, on se retrouve parfois en difficulté parce qu'il y a des choses qui nous échappent et auxquelles on doit sans cesse chercher l'information au bon endroit avec la bonne personne. Alors nous qui maîtrisons, c'est pas simple. J'imagine même pas pour des gens qui maîtrisent aucun de ces outils et aucun de ces moyens. Et c'est pour ça que voilà, on a voulu se mobiliser et qu'on se mobilise, mais on savait pas par contre que ça allait prendre ces proportions-là. Grâce au dialogue construit avec les institutions locales, des réponses ont été apportées et les choses ont un petit peu avancé. Mais le problème est plus général. Nous, on rencontre ces difficultés dans le 92 à Nanterre, mais le problème, c'est que ça existe partout. Et quand vous voyez que vous êtes obligé de créer des collectifs type bouche-trappe préfecture pour faire valoir des droits qui sont censés être acquis, ça vous interroge sur le monde dans lequel on va, quoi. Comme nous en ont témoigné de nombreuses autres associations partout dans le pays, le système de financement par appel à projet leur pose également de nombreuses difficultés. C'est ce qu'explique Mamadou Diallo, cofondateur de l'association. Moi, ça fait des années que je demande au pouvoir public, avec les partenaires, de mettre l'argent de la politique de la ville sur la table, au milieu, là, tous les acteurs autour, et on discute. Mais c'est pas une histoire c'est pas, je sais pas, chacun va chez l'épicier, fait sa petite liste de courses et dit tiens, moi, oublie pas ma subvention là, mes 3 000 € pour tel projet. On s'en fout des projets. En plus, on sait très bien les projets, on emmène, je veux dire, c'est pas monter des projets, des idées, on en a 1 milliard par jour. Je veux dire, tous ensemble, des fois ensemble, on a des super idées, etc. C'est pas ça. L'idée, c'est pas d'être une machine à projet, à pondre des projets. On a une structure, elle est en place, avec des acteurs compétents. Je veux dire, à un moment donné, on arrive à avoir des acteurs quand même un peu compétents sur nos territoires, là, des gens, des enfants de la politique de la ville. On subventionne leur engagement sur un territoire. On soutient un engagement parce qu'ils répondent à telle problématique. Et on ne répond pas tout seul à une problématique. Moi, la question de l'éducation, c'est pas Ziva qui va résoudre le problème de l'éducation au petit Nanterre. Ça n'aura pas de sens. C'est l'école, c'est Ziva, c'est le centre de loisirs, c'est l'espace jeunesse, c'est les habitants, c'est les parents d'élèves, etc. Voilà. Et là, on met l'argent là, à cet endroit-là. Mais les millefeuilles là, de subventions, nous on a regardé, là, moi je suis administrateur là, chez NADA et au centre social, on regardait dans nos subventions le nombre de projets, Auria, le nombre de projets auxquels on doit répondre, d'appel à projet, pour avoir 3 francs 6 sous, c'est un truc de dingue. Ouais. Mais on a une liste de projets, moi je regardais l'autre fois, je regardais le plan de trésor, vous voyez toutes les lignes que j'ai, la CAF, 12 lignes, l'État, 12 lignes, machin. Ouais. Si tu c'est bon, ça va quoi. Et si tu sors de ça, c'est mort. C'est foutu. Une discussion s'engage avec 2 autres figures historiques des luttes du quartier. Nejma Belhadj, de l'association Narda, et Nordine Isnani, un des fondateurs du mouvement Immigration Banlieue. Ce qui est important, c'est d'expliquer que nous, on a aussi marre de tout ce qui est avec des aides. Zone prioritaire, zone machin, zone... tout ça, c'est bon, quoi. Voilà, quoi. Les gens, ils veulent du truc normal, quoi. Ce que nous faisons, nous, c'est faire remonter, faire prendre conscience que il n'y a que le droit commun qui nous sortira de là. C'est pas la politique de la ville. La politique de la ville, elle est destinée à finir. D'ailleurs, la préfète que nous avons interviewée, on n'a pas gardé ça, la préfète à l'égalité des chances que nous avons sur Nanterre, a fait une intervention là-dessus. Quand je lui ai dit, c'est quand la fin de... Elle m'a dit, c'est quand on ne parlera plus de quartier, mais de ville. Et elle avait parfaitement raison. Bien sûr. Arrêtons de parler des quartiers pour masquer le fait que le droit commun ne prend pas les choses. 2 exemples flagrants de cette absence de droit commun, les difficultés d'accès au titre de séjour et aux études supérieures. Mais là, j'ai été confrontée à une réalité qui est trop violente pour moi en tant que parent, parce que je l'ai vécu en tant que parent, et trop violente moi en tant que professionnelle, parce que tous les jours je le vois. Des gens qui ont rempli pour moi ce que j'appelle le contrat social, alors tout le monde mettra ce qu'il veut dedans, même si à la base pour moi contrat social, ça veut dire que j'ai fait un contrat avec la société, on me demande de respecter les droits et des obligations, ce sont des gens qui sont dans ces situations-là, et à qui à un moment donné on leur dit « vous n'accéderez pas » parce qu'on n'a pas les moyens. Alors,
Voilà, on se bouge ou on n'a plus les moyens. Alors par exemple, on n'a pas les moyens de vous accueillir en préfecture pour vous attribuer votre titre de séjour au moment où vous devriez pouvoir le recevoir. Et on ne peut pas vous accepter dans les facultés parce qu'on n'a pas les moyens de vous... à quel moment c'était écrit dans le contrat ça? Il y avait une Voilà, la condition de moyens. Et donc voilà, et c'est ça qui est difficile quand, dans un contrat ou dans chaque contrat moral qu'on peut faire avec une personne, c'est le sentiment de trahison. Ouais. Et c'est ça en fait qui crée des Mais c'est ces révoltes, ces sentiments d'humiliation et d'être envoyé de manière indirecte ou désirée, ça je sais pas, ça, à une condition. Alors là, condition de jeunes de quartier, condition de jeunes étrangers, et du coup d'exclure ce truc dans lequel je croyais être intégré. Et ça, c'est violent. Et ça dépend pas de nous, en fait. C'est l'État qui doit prendre cette responsabilité. Il n'y a pas d'obligation de résultat, mais il y a une obligation de moyens. Une idée revient souvent dans la discussion. Beaucoup de choses que fait l'association devraient être prises en charge par l'État. Mais l'impression est qu'au lieu de donner des réponses concrètes aux problèmes quotidiens des habitants et habitantes, le pouvoir les ignore totalement. Ou pire, il dévie l'attention, stigmatise et laisse empirer les inégalités. Et à chaque fois, on l'a vu, assimilation, après intégration, et aujourd'hui on nous dit qu'on devient des communautaristes. À chaque fois on nous trouve, c'est des strates. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand on n'aime pas les gens, ou quand on n'aime plus quelqu'un, on lui trouve tous les défauts de la terre. Ben là c'est pareil. Ces dernières années, quand on parle des quartiers, on n'en parle pas avec un regard... Avec amour. Avec amour. Oui, c'est la vérité, oui, c'est la vérité. Quand on dit à des gens qui sont nés dans un pays, qui ont grandi là, de s'intégrer, il y a un grave problème. Il y a un grave problème aux gens qui nous le demandent, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est irrespectueux. Voilà, ça peut faire mal aussi. Ça fait mal parce qu'on a toujours l'impression qu'on doit montrer patte blanche. Cela interroge sur le rôle des politiques. Et c'est l'occasion pour nous de présenter la raison de cette tournée que nous faisons dans les quartiers populaires de différentes villes. Et donc on veut faire une proposition en fait de commission d'enquête sur la politique de la ville, sur le bilan et de voir, parce qu'il y a eu des moyens qui sont déployés. Souvent en plus, c'est utilisé politiquement pour dire on a donné beaucoup d'argent au quartier voilà, et ça reste dans cet état-là. Donc il y a un bilan à faire. Et on s'est rendu compte que c'est très difficile. On n'a jamais eu de débat à l'Assemblée depuis 5 ans en fait sur ce sujet-là. Le président Macron avait lancé comment il s'appelle, Borloo, mais qui a fini voilà. On en a parlé tout à l'heure. Et donc voilà, et c'est quand même une politique importante qui fait des choses où voilà, il y a du soutien à des associations, etc. Mais depuis 40 ans quand même, il y a un bilan, on va dire, mitigé, quoi. Donc voilà, c'était un peu essayer de mettre ça un peu noir sur blanc. Il y a d'autres qui ont beaucoup travaillé sur le sujet par ailleurs, on va pas réinventer quelque chose, mais c'est aussi d'avoir un instrument pour dire bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête la politique ciblée territorialement, géographiquement, mais du coup comment on redéploie ça, est-ce qu'on continue mais on change, etc. Donc c'était pour essayer de poser ce débat-là, quoi. La discussion est loin d'être terminée et notre proposition d'enquête sera une bonne occasion de la reprendre. On repart, réchauffé par le courage, l'engagement et la combativité de ces habitants et habitantes qui nous donnent de la force pour continuer la bataille politique.